Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée régionale obésité 2022. Moi je suis Jean-Michel Aupert de la Pitié-Salpêtrière et je parle ici au nom du comité d'organisation de cette journée. Donc comme vous le savez, cette journée régionale est organisée par les centres spécialisés obésité, les CSO d'Île-de-France, par les CSO et pour tous les professionnels impliqués dans la prise en charge de l'obésité dans notre région. Donc je vous rappelle brièvement que les centres spécialisés obésité existent depuis 10 ans. 10 ans, c'est quand même un anniversaire. Donc, ils ont été créés dans le cadre du premier plan obésité qui était présidé par le professeur Arnaud Badevant. Et donc, les missions qui ont été assignées à ces centres étaient doubles. Donc, d'une part, aider, faciliter la prise en charge des obésités ou des personnes en situation d'obésité sévère ou complexe. Et d'autre part, animer la filière régionale obésité. Donc, les centres obésité d'Île-de-France sont au nombre de 4, dont 3 à l'AP-HP. Et donc, chacun de ces centres est animé par une coordinatrice ou un coordinateur. Et donc, il faut déjà remercier beaucoup ces coordinatrices des centres obésité pour la mise en place de cette journée. Donc le deuxième point, c'est effectivement que c'est une journée d'échange entre les professionnels, les acteurs de la prise en charge de l'obésité et aussi les représentants des patients. Donc c'est vraiment une journée où on veut discuter, échanger, faire part de ses expériences, peut-être rencontrer des nouveaux collègues ou des nouveaux acteurs de la prise en charge pour vraiment faire vivre ces filières obésité au niveau régional. Donc le comité d'organisation a préparé un beau programme et donc on va parler d'abord d'actualité et on remercie donc nos collègues d'autres CSO pour venir nous parler à la fois de leur expérience et aussi, ça sera l'orateur suivant, le professeur Ziegler, des avancées au niveau national concernant la feuille de route obésité. On va parler ensuite des articles 51, donc ces nouvelles modalités de financement des prises en charge quand elles sont appliquées à l'obésité. On va parler du traitement médicamenteux de l'obésité avec le professeur Laville du CSO de Lyon, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles choses à partager dans ce domaine. On va parler ensuite des recommandations, donc on va y revenir, mais vous savez qu'il y a des nouvelles recommandations de la HAS pour la prise en charge de l'obésité, donc c'est très important d'en parler aujourd'hui, en particulier avec ceux ou celles qui ont participé à leur élaboration. Cet après-midi, on va parler des parcours. Bien sûr, c'est ce qui est très important dans le quotidien. Ce sont les parcours de prise en charge. Et puis, à la fin, on va aussi parler de recherche et d'innovation thérapeutique dans le domaine de la prise en charge de l'obésité. Donc, beaucoup de choses sur lesquelles on va échanger, à la fois faire des points d'avancement et puis aussi imaginer peut-être ce que sera demain la prise en charge des personnes en situation d'obésité. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole au professeur Olivier Ziegler. Donc, le professeur Ziegler est le coordonnateur du centre spécialisé obésité de Nancy, mais il est surtout l'animateur du groupe de concertation des centres obésité au niveau national. Et puis surtout, il est le pilote du plan obésité du ministère de la Santé, donc la feuille de route obésité. Et donc, il va nous raconter ce qui se passe, peut-être aussi ce qui ne se passe pas, mais il va nous raconter où on en est de cette feuille de route. Donc, merci beaucoup, Olivier.
D'abord, je remercie Jean-Michel et tous les organisateurs de m'avoir invité une fois de plus. Et donc, je vais vous parler de cette feuille de route nationale au nom du GCC des CSO. Alors, tout a commencé ici. C'était le 8 octobre 2019. Madame Agnès Buzyn nous disait « Le choix que je fais, c'est celui de m'appuyer sur la force numérique et territoriale des CSO. » Ça commençait vraiment très bien. Ces CSO qui connaissent au plus près les besoins des populations et qui peuvent aller vers elles pour informer, prévenir, accompagner et soigner. Ça, c'était peut-être un peu optimiste. Alors, il y a eu cette feuille de route que je ne vais surtout pas vous détailler, avec 4 axes, et qui s'appuyait sur les travaux en cours. Et une des grandes réussites de la feuille de route, c'est que les travaux en cours ont porté leurs fruits. Je pense en particulier à la HAS, qui a vraiment beaucoup œuvré, et on va essayer de se synchroniser avec elle, naturellement. Alors en fait, moi j'ai été nommé officiellement en juin 2020. J'ai été poussé vers l'avant de la scène en octobre-novembre 2019, mais véritablement nommé en juin 2020 par Olivier Véran, et j'aurais changé 3 fois de ministre. Et donc je suis copilote de cette feuille de route au titre de GCC. Copilote, c'est pas pilote, ça veut dire qu'il y a aussi la DGOS qui pilote, et c'est un avantage ou un inconvénient. Je vais donc essayer de vous dresser une analyse de la situation actuelle. Je ferai ni catalogue, ni calendrier, ce serait difficile ou délicat. En tout cas, ce ne sera pas non plus un testament politique. Alors, j'ai essayé, le but de mon topo d'aujourd'hui, c'est vraiment de se remettre dans le contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la médecine de l'obésité aboutisse maintenant au plus vite? Et donc j'ai défini des priorités en les replaçant dans ce contexte. Alors d'abord, le maître mot, c'est chaîne de soins. Ça ne vient pas de moi, c'est Arnaud Badevant, je crois qu'il avait mis en avant. La chaîne de soins, il faudrait qu'elle soit cohérente, pertinente et efficiente. Et ça passe en particulier par les coopérations entre les 3 niveaux de soins. La HS avait bien dit, dès son note de cadrage de 2020, dans sa grande sagesse, que la prise en charge de l'obésité était insatisfaisante du point de vue organisationnel. Oui, c'est bien dit, fallait le faire, la HS l'a dit. Et donc, il y a effectivement 3 niveaux de soins. Mais là, j'introduis une notion un peu subtile qui vient du Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie, 2022, c'est le dernier, qui vous dit la gradation des soins, ce n'est pas un classement. J'ai trouvé ça très pertinent. La gradation, c'est organiser un processus de prise en charge qui répond précisément à des objectifs de pertinence, de qualité et de sécurité. Or, il n'y a pas du niveau 2 et du niveau 3 partout. Quelquefois, il n'y a même pas de niveau 1 cohérent. Et donc, en fait, il faut s'arranger pour que la délivrance à chacun, au bon moment, du juste soin, de la juste réponse à son besoin, soit possible. Ça va être un des rôles des CSO quand on va vraiment avoir un rôle de santé publique pour organiser ces filières de soins. Il faudra se rappeler de ça, il faudra faire avec ce qu'on a, quitte évidemment à améliorer la formation. Donc il y a 3 niveaux d'action. Le premier, il ne nous concerne pas directement, mais je vais quand même en parler. Ce sont les soins de proximité, coordonnés. Le deuxième, c'est celui des CSO. Eh bien, les CSO, c'est un acquis, ils ont 10 ans. Ils ont été validés par l'IGAS en 2017-2018 et par la Cour des comptes depuis 2012. Et donc, ils sont absolument nécessaires parce qu'il n'y a pas que des obésités communes. La HAS a introduit l'idée d'obésité complexe. On ne savait pas très bien comment désigner les obésités un petit peu difficiles à soigner, mais elles sont complexes ou très complexes. On parle même d'obésité très complexe. Puis il y a aussi les obésités de cause rare avec le PNDS, qui est sorti grâce à Christine Poitou. Et donc les CSO, ils sont là justement pour aider à ce que toutes les formes d'obésité soient prises en charge. Puis le troisième élément qui est absolument fondamental, c'est celui de cette notion de filière obésité. On l'avait un peu oublié, la filière, l'organisation de la filière, et je vais vous proposer une réflexion là-dessus. On parle maintenant de dispositif expert régional, c'est-à-dire de DER. Alors bien sûr, il faudra des règles du jeu qui soient souples, adaptables et adaptées à la diversité de toutes les situations. Toutes les régions ne fonctionnent pas de la même façon, et même tous les départements ne fonctionnent pas de la même façon, et c'est heureux. Précisément, c'est ce que je dis le Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie, le département, c'est peut-être le meilleur niveau pour construire des solutions dans un cadre territorial suffisamment large.
Alors, on peut lire mot à mot cette phrase, elle est bien faite. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en pratique? Ça veut dire qu'on va essayer d'éviter les gros machins, les millefeuilles, hein, qui sont au centre du jeu et qui ne sont pas opérationnels parce que trop gros. Et donc, précisément, la feuille de route, sa finalité, si on caricature, si on schématise au maximum, c'est de rendre accessibles des parcours de soins gradués, structurés et respectant les bonnes pratiques de la HAS. La HAS a tout dit, tout écrit. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut les rendre accessibles et ça, c'est pas rien. Alors, heureusement, j'ai trouvé ce petit dessin, très tardivement, parce que ça vient de septembre 2022, c'est ce fameux rapport. Je ne vais surtout pas détailler tout ça. Mais quand même, c'est très instructif au point de vue de la philosophie. D'abord, vous voyez que les soins de proximité, c'est une première ligne de soins ambulatoires. Là aussi, chaque mot compte. Donc, il y a des soins de premier recours. Vous avez le médecin traitant, le pharmacien, etc., les maisons de santé. Mais vous avez aussi des soins spécialisés de proximité. Tiens, c'est intéressant, ça. Donc, c'est bien ça, la priorité du gouvernement. Et puis, vous avez déjà des structures pour coordonner tout ça. Vous avez les CPTS et les DAC. Je vais y revenir plusieurs fois. Et finalement, la feuille de route, elle n'a pas de rôle direct là-dedans. La feuille de route, elle a juste regardé ce qui se passe dans les exemples des articles 51. Il y en a plusieurs. Il y a Topaz, il y a GPSO que vous allez écouter les porteurs de ces projets un peu plus tard. Il y a aussi Obpedia qui a défini le rôle d'une équipe de proximité. Donc la feuille de route, elle va simplement dire, ben voilà, ces soins de proximité se réorganisent, c'est un peu une révolution, il y a beaucoup de choses qui changent. Nous, on veille à ce que l'obésité ne soit pas oubliée dans cette réorganisation. Alors, il faut bien dire que la feuille de route, elle a une place difficile parce que j'ai pris comme image la tectonique des plaques. Moi, je suis là, vous voyez, entre ces plaques qui bougent, il y a des compressions longitudinales de haut en bas, de bas en haut. On est pris entre l'ARS d'un côté, la HAS de l'autre, et puis l'assurance maladie et ses articles 51. On est là au milieu et on essaye d'avancer. Eh bien, cette notion de coordination auquel on tient beaucoup, cette coordination des équipes de soins, finalement, elle avance. Alors d'abord, on peut faire très simple. C'est peut-être bon de le rappeler, comme le fait le Haut Comité de l'assurance maladie, qu'on peut avoir des équipes de soins coordonnées avec le patient, souples, sans structuration d'équipe pérenne, à condition qu'on ait un système informatique numérique qui permet de communiquer. Donc quand on peut faire simple, faisons simple, OK. Et puis le Conseil de l'Ordre a ajouté le 7 octobre 2022 son souhait que chaque patient dans chaque territoire puisse être pris en charge par une équipe de soins primaires de proximité. On en parle depuis longtemps, mais là, c'est sorti. Et cette équipe de soins primaires, elle doit être la plus inclusive possible. Là aussi, c'est intéressant. Associant les spécialistes du second recours. Donc, on voit bien se dessiner ces soins de proximité. Et l'équipe rapprochée du médecin sera renforcée par des assistants médicaux et des infirmières de pratique avancée de spécialités adaptées. Et vous allez voir qu'on défend l'idée qu'on ait des infirmières qui connaissent l'obésité et qui puissent aider à faire fonctionner le système. En fonction, évidemment, des nécessités de l'environnement, tant sur le plan médical que médico-social. Bon résumé également. On a défini des équipes de proximité à travers les articles 51. La HAS, dans sa recommandation sur les parcours, fait du besoin de coordination un des critères de graduation des soins. Ça, c'est très intéressant. Donc, quand on a besoin de coordination, eh bien, ça pousse vers un niveau qui soit capable de le faire. Ça me paraît très pragmatique. Et puis enfin, la HAS propose la notion de structure spécialisée dans l'obésité. Ça aussi, c'est très novateur. Et vous allez voir que je vais défendre l'idée que, effectivement, les CSO sont des structures spécialisées dans l'obésité de niveau 3, mais qu'il faut aussi des structures de l'obésité de niveau 2. Ça veut dire qu'il faut les identifier, au moins dans un premier temps. Et puis enfin, l'IGAS nous rappelle la mission de coordination des CSO. En fait, elle est double. Elle concerne le CSO lui-même, elle est intra-CSO, mais elle est aussi extra-CSO, c'est-à-dire territoriale et populationnelle. Et on va revoir ça, évidemment, dans le détail. Alors, bien sûr, on a les CPTS, on a les DAC. Ce n'est pas l'objet de la feuille de route de s'intéresser à ces structures. Encore faut-il que les CPTS, par exemple, aient l'obésité comme objectif. Si la CPTS vous dit moi je m'intéresse au diabète et pas à l'obésité, vous n'aurez rien. Ce qui est quand même fort dommage. Alors, quelles sont les priorités de la feuille de route? Alors ça, c'est un petit code que chaque fois que c'est comme ça, je mets le logo de la feuille de route. En fait, ce n'est pas un logo parce qu'on n'a pas eu le droit de faire un logo. Donc, c'est
la désignation officielle de la feuille de route. Eh bien, on a mis parmi nos priorités, j'ai défini une dizaine de priorités que j'ai envoyées au ministre. Je dis tout de suite, je n'ai pas eu de réponse, ni de la DGOS, ni du ministre. Alors, première recommandation, et là je regarde très fort Sébastien, hein, c'est le nombre d'internes, évidemment. Hein, il nous faut des médecins spécialisés dans l'obésité, il n'y en a pas, ou très peu. Hein. C'est absolument indispensable dès que l'obésité devient complexe. Et les obésités complexes, il y en a beaucoup. Hein, il y en a 2, 3, 4 millions, peut-être plus. Il faudrait non seulement qu'il y ait plus d'internes, mais encore faut-il que la carrière soit attractive, donc qu'il y ait des actes spécifiques, je pense évidemment à la composition corporelle ou à la mesure d'activité physique ou à la calorimétrie, mais surtout il faut valoriser l'expertise clinique. Valoriser sur le plan, je ne sais pas, moral, mais aussi sur le plan financier naturellement. Et puis il faut qu'il y ait une qualité de vie au travail qui soit réelle, et ça passe par l'équipe. Donc il faut que ces médecins de l'obésité, ces nouveaux médecins, nouveaux modèles, hein, s'intègrent tout de suite dans des équipes pluriprofessionnelles. Les IPA obésité, infirmiers ou infirmières de pratique avancée, on en parle beaucoup, il faut rendre possible hein, le fait qu'elles s'occupent d'obésité. Ça ne doit pas être si compliqué que ça, en fait. Hein, ça passe par des délégations de tâches qu'il va falloir organiser, mais on le fait déjà. Hein. Dans les CSO pour la chirurgie bariatrique, beaucoup d'équipes ont des infirmières qui voient les patients et qui prescrivent les vitamines ou les bilans nécessaires. Les infirmières azalées, c'est une ressource formidable. Il faut qu'on ait un arrangement national. Elles font déjà pas mal de choses. Dans certains cas, elles font déjà de l'obésité. On pourrait arriver à un accord avec elles assez facilement pour qu'elles soient en première ligne en ce qui concerne la coordination des parcours. Et puis évidemment, derrière tout ça, il faut du travail en équipe, en exercice coordonné. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut le payer. Il faut que le forfait inclue ce travail coordonné. Et puis il faut aussi des protocoles de coopération pour que tout ça soit clair, ça semble accessible. Avant-dernier point, le référent de proximité. Là aussi, c'est une notion qui est défendue par la HAS, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, qui apparaît déjà très fortement dans les articles 51. Il faudra que ce système-là soit évidemment développé et financé. Hein, il faut un statut et un financement. Et puis enfin, là je le dis pour la xème fois, il faut que le personnel des CSO, en particulier pour la mission M2, hein, je pense aux coordinateurs administratifs, mais pas que, les infirmières de coordination, les autres professionnels de santé, aient des postes qui soient reconnus hein, dans la classification des métiers de l'hôpital ou d'ailleurs, hein, et en particulier les EAPA. Donc Thibaut Baptiste, que je salue ici, m'a appris récemment que dans la grille hospitalière, les enseignants d'activité physique adaptée allaient être reconnus. Ce n'est pas juste des animateurs sportifs. Voilà. Ils peuvent être à Bac+5 hein, en passant. Hein. Alors, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Parce que les CSO ils sont soumis à différentes influences. D'abord, et ce n'est pas rien, celui de l'influence de l'établissement support. Ils sont portés par un établissement, souvent un CHU. Et puis, bien sûr, il y a l'ARS, hein, c'est elle qui finance, sous les directives de la DGOS, hein, mais ça ne se passe pas si bien que ça. Les situations sont extrêmement hétérogènes d'une ARS à l'autre. Il y a vraiment du flou. L'assurance maladie, naturellement, puisque c'est elle qui paye les parcours, encore faudrait-il que ce soit synchronisé avec nous. Et puis, bien sûr, la HAS, son rôle, c'est de dire ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas de financer. Et donc, finalement, on s'aperçoit que, par exemple, la HAS et la DGOS ne se parlent pas beaucoup. Hein, c'est peut-être un petit peu gênant. Et puis, on a subi un choc, peut-être pas tectonique celui-là, mais quand même géographique. On est passé de petites régions à de grandes régions. Ça change tout, parce qu'à juste titre, les ARS voudraient bien avoir une règle commune aux différents CSO d'une même grande région. Oui, mais ces CSO, ils fonctionnent souvent très différemment. Donc, c'est une difficulté. Et donc, finalement, peut-être notre point fort, c'est que d'emblée, hein, ça fait 10 ans qu'on est sur la même longueur d'onde que Ma Santé 2022. Hein, vous voyez, on est au sommet de la pyramide. Hein, on fait partie des établissements ultra spécialisés. Dans Ma Santé 2022, remarquez tout de suite qu'on vous parle de soins de proximité d'excellence. Hein, c'est un petit dessin qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et en bas, ce qu'on a, ce sont les 1000 communautés territoriales de santé. Donc on a la proximité en bas, le plus important, mais on a quand même besoin du sommet de la pyramide. Alors c'est pour ça que ce nouveau cahier des charges des CSO qui doit être bientôt terminé, hein, et qui doit être associé à une instruction de la DGOS, c'est presque plus important, hein, qui doit redire clairement comment il faut travailler, va préciser le statut, la gouvernance et améliorer la pérennité
et la lisibilité des CSO. Je vais en parler dans un instant, évidemment. Alors, tout ça pour dire qu'on a tenu compte de ces difficultés et que, clairement, on reconnaît que les CSO sont au service des soins de proximité. En passant, les CSO, c'est immédiatement opérationnel, ça c'est un des mots-clés actuels. On est déjà opérationnel. Et on est finalement peu coûteux vis-à-vis de tout ce qu'on peut faire et ce qu'on a déjà fait. Alors précisément, qu'est-ce que c'est qu'un CSO? Alors ça, vous allez me dire, il dérape, il déblatère. Ben non. Quand vous allez dans votre hôpital, vous demandez à un CSO qu'est-ce que c'est, personne ne sait vous répondre. Hein? Ils ne savent pas. Le directeur général, il ne sait pas. Le président de la CME, il ne sait pas. Vos collègues, ils ne savent pas non plus. Alors pensez à vos malades. Moi, je demande assez souvent aux patients que CSO, vous êtes venu comment là, monsieur là? CSO, ben non. Peut-être une fois, j'ai entendu, ben, je suis venu parce que j'étais sur le site du CSO. D'accord. Donc un CSO, qu'est-ce que c'est? Voilà l'équation. C'est un établissement de santé qui porte les missions et les fonctions définies par le cahier des charges. Donc c'est bien un établissement de santé. Hein? Et ces missions, ben, il y en a 4. J'ai un peu musclé la donne, tout en simplifiant, en écoutant mes conseillers, officieux ou officiels. Mais il y a aussi des fonctions ça c'est nouveau, que je vais essayer de vous expliquer. Alors d'abord, la première mission, Jean-Michel l'a rappelé, c'est vraiment la prise en charge, le soin des formes sévères, complexes, multicompliquées. Et là, attention, il y a 3 sous-filières. Il y a bien la filière médicale adulte, pédiatrique et chirurgie bariatrique. Donc un CSO, il doit faire les 3. Sinon, ce n'est pas un CSO. C'est un mini-CSO, enfin, on va en reparler aussi. M2, c'est l'organisation et le développement de la filière obésité. Je vais beaucoup en parler naturellement. Un point nouveau, qui n'est peut-être pas validé encore, j'espère le sera, c'est cette double fonction. Ben, c'est finalement une structure spécialisée dans l'obésité, que je qualifie de niveau 3. Hein, et la HAS va redéfinir à quoi servent les structures spécialisées dans l'obésité. Et puis cette deuxième fonction, qui est la fonction DER. Hein. Le CSO devrait avoir un rôle dans ce dispositif expert régional. Alors, on n'a rien inventé. Hein. L'IGAS l'avait bien dit. Hein. Double coordination des CSO à l'intérieur de l'établissement qui est chargé des soins. Et puis, hors CSO, cette coordination territoriale et populationnelle, bien sûr en lien avec l'ARS, et ça, ce sont les mots de nos inspecteurs de l'IGAS. Le but, c'est quoi? C'est de développer les bonnes pratiques, les coopérations entre les 3 niveaux. Hein, et donc, tout ça, ça vise à rendre pertinente et cohérente la chaîne de soins en agissant sur les acteurs et les structures. Donc ça, on le savait déjà, donc on ne découvre pas ça d'aujourd'hui. Alors, faisons un focus maintenant sur ces missions. Mission M1, c'est la mission de recours. Hein, et donc, ça veut dire que chaque CSO doit avoir 3 services socles. Hein, vous avez en bas, au milieu, les 3 sous-filières que j'ai déjà citées. Et donc, ces 3 services socles, ils fonctionnent déjà sans le CSO. Donc, quelquefois, ils ne savent pas qu'ils font partie d'un CSO. Ils ne veulent pas le savoir. L'équipe du CSO, dont je vais parler un peu plus tard, elle joue néanmoins un rôle de catalyseur et d'interface entre les services et pôles concernés. Et donc, moi, je serais assez partisan qu'on définisse plus clairement la gouvernance et que, par exemple, on définisse ce que c'est qu'un comité clinique qui rassemble les services cliniques du CSO et puis l'équipe du CSO, par exemple. Et puis, bien sûr, le CSO, il fait aussi de la coordination de parcours intra-CSO. On a beaucoup de parcours qui ont lieu chez nous. Le CSO, qui a des moyens de coordination, hein, il peut jouer un rôle là-dedans, d'autant plus qu'il faudra faire le lien avec l'extérieur. La mission M2, ça reste évidemment la plus importante. Cette mission M2, c'est celle-là qui est financée. Hein. Maintenant, on a 150 000 € par CSO pour financer cette équipe. Alors, c'est à la fois mieux parce que c'est 2 fois mieux qu'avant, mais insuffisant parce qu'il y a les 3 sous-filières. C'est un financement spécifique pour ça. Ce n'est pas un financement de soins. Il y a beaucoup de CSO qui ont dérapé à ce niveau-là. Ils n'avaient pas trop le choix parce qu'ils n'avaient pas de personnel. Hein. L'idée, c'est que la mission M1 soit payée par la T2A. Et l'idée, c'est de la rendre plus rentable. J'y reviendrai en parlant des forfaits. Donc, 3 sous-missions dans cette mission M2. La coordination des parcours complexes. Donc là, c'est l'équipe de coordination du CSO. Donc, il faut qu'elle soit capable, il faut qu'elle connaisse la musique, hein, pour donner des conseils, des avis, rendre des services aux DAC, aux CPTS. Il ne s'agit pas de remplacer les DAC et les CPTS. On n'aura pas les moyens de le faire. Hein. Ensuite, c'est l'appui. Alors, l'appui à tous les acteurs de la proximité, y compris donc les DAC et les CPTS, je viens de le dire, mais ça peut se manifester sous la forme, comme dans le Nord, de comités territoriaux obésité, qui sont départementaux. Là, on rassemble
pour parler des cas complexes, ces comités. Et puis, bien sûr, il y a les RCP. Alors, les CSO font déjà des RCP de recours. Hein. Ils pourraient aussi soutenir la mise en place des RCP de proximité avec le niveau 1 et le niveau 2, et puis aider tout le monde à mettre en place des protocoles de coopération. La formation professionnelle, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, c'est évidemment une mission importante, qui est une mission de terrain. Hein. Il s'agit de développer, comme Véronique Lègue l'a fait beaucoup en PACA, hein, une formation qui est couplée aux actions mises en place par le CSO. Et donc cette mission M2, c'est un des éléments de la fonction DER que je vais décrire tout à l'heure. Donc vous voyez bien qu'on voit ici les deux missions, cette fonction de soins, de l'organisation des soins, qui est la fonction structure spécialisée dans l'obésité de niveau 3, et puis cette fonction DER. Alors il y a d'autres missions. M3, c'est la recherche. J'irai assez vite sur la recherche. On a un réseau force dont je vais parler tout à l'heure, qui est très opérationnel, qui rassemble tous les CSO, qui a déjà beaucoup œuvré, à la fois pour de la recherche clinique, mais aussi de la recherche organisationnelle, hein, qui a facilité un certain nombre d'articles 51. Non, je vais insister un peu plus sur M4. M4, c'est tout ce qui est régional ou interrégional. Alors d'abord, et ça j'y tiens beaucoup, hein, on est en capacité actuellement de s'occuper des obésités rares. Mais attention, ça prend du temps, ça demande des compétences et des moyens. Et donc, certes, les CSO sont déjà en lien avec les centres de référence et de compétences. Les centres de référence des maladies rares, en obésité, il y en a 3. C'est pas beaucoup, 3. Il y a 20 centres de compétences, mais qui n'ont pas de moyens cliniques. Ça, c'est un gros problème. Et de fait, en tout cas à Nancy, c'est déjà le CSO qui fait le travail clinique, enfin qui participe beaucoup au travail clinique avec les pédiatres. On voudrait que ce soit un petit peu plus reconnu. On a créé Obgène. Christine Poitou a été le grand artisan de Obgène, qui rassemble des cliniciens et des généticiens. Donc on est nationalement organisé pour faire face. Et donc l'idée, c'est d'identifier 7 ou 8 CSO, davantage progressivement, dans l'idéal 1 par grande région, pour faciliter l'accès au diagnostic génétique. Ce diagnostic génétique, il n'est pas accessible. Est-ce que dans le cancer, on imagine traiter le cancer sans avoir de diagnostic génétique? Ben non, parce qu'on a plein d'arguments pour dire que ça sert. Et en particulier, pour les prises en charge financières de ces maladies qui sont dramatiques, les obésités syndromiques et les obésités rares, qui sont souvent pas reconnues parce que pas diagnostiquées, et qui mettent des gens sur le bord du chemin. Bien sûr, il faut organiser des RCP régionales, nationales, et il y a l'accès aux nouveaux médicaments ciblés qui seraient évidemment liés à tout ça. Donc ça, c'est important, ça ne coûtera pas si cher que ça, et il faut absolument le mettre en place maintenant. La DGOS n'est pas très chaude là-dessus. Je défends aussi cette notion de coopération régionale ou interrégionale, c'est-à-dire l'organisation, la structuration au niveau régional. On ne peut pas y échapper. Les ARS en ont besoin. D'où cette fonction DER, cette place du CSO dans le dispositif expert régional. J'ai pris je propose la terminologie de clé de voûte. Sans clé de voûte, la voûte s'effondre. Il s'agit d'organiser ça avec les X CSO d'une même région, mais avec une gouvernance plurielle sous l'égide de l'ARS naturellement. Deuxième point dans cette mission régionale, les relations avec l'ARS. Elles sont complexes. Il y a plusieurs situations possibles. Soit vous avez un médecin ARS qui connaît bien la question, qui s'y intéresse, et vous êtes des gens heureux, même si ça peut frotter de temps en temps, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes idées, mais quand même, vous êtes des gens heureux. Quand il n'y en a pas, ou qu'il y a quelqu'un qui est inexistant, là, les difficultés sont majeures. Donc, l'idée, c'est de simplifier tout ça et qu'on désigne un représentant des CSO ou un comité des CSO d'une même région pour être l'interlocuteur de l'ARS, car comme le dit l'IGAS, les CSO devraient pouvoir participer au PRS obésité, s'il y en a un, en tout cas à l'analyse de l'offre de soins par territoire. Et là, il faut des gens compétents pour voir qu'est-ce qu'il faut dans chaque territoire en termes d'offre de soins. Et puis, il y a une dernière mission qui est l'appui, que je ne vais pas détailler. Par exemple, l'appui aux hôpitaux ou aux CSO d'outre-mer qui sont sinistrés, qui ont un travail de fou. Par exemple, il y a des CSO qui sont sous-dotés en CSO. Il faudrait les aider un petit peu. Le point important, c'est le dernier, il est en rouge. Il faut un financement ligne par ligne spécifique dans le CEPOM. On ne peut pas tout faire. On fera ce qui est financé. Et si vous voulez une coordination régionale, il faudra bien la financer un petit peu. Parce que ça prend du temps et ça prend des gens compétents. Alors voilà, ça c'est un résumé. Un résumé du rôle du CSO qui est en noir. Vous avez ici M1, ce sont des patients complexes ou très complexes, la polypathologie.
on a 3 filières, pédiatrique, chirurgicale, médicale. On fait l'évaluation, le bilan, la mise en place du traitement, mais vous voyez qu'on a tout de suite des interactions avec le niveau 1 et le niveau 2. On ne travaille pas tout seul. Et on travaille aussi avec le SSR Obésité Expert, dont je vais parler tout à l'heure. Et puis, au bout du compte, c'est quand même toujours la proximité qui suit le patient. Donc, on doit être en lien étroit et permanent avec les référents de proximité en ce qui concerne nos patients qui sont plus complexes. Alors, voilà une vision graphique de ce que c'est qu'un dispositif expert régional. Vous voyez qu'au sommet, il y a l'ARS, il y a la fonction DER du CSO, et M2, c'est une partie de cette fonction. La fonction M2 de coordination, de formation et d'appui, que j'avais appelé ACFA, mais j'ai enlevé l'animation parce que le terme animation est une source de confusion. Je vais en dire 2 mots dans un instant. Donc la mission M2 des CSO, elle fait partie du DER. Mais il y a d'autres choses dans cette DER. Notamment, il peut y avoir d'autres structures spécialisées de niveau 3. Par exemple, un établissement qui aurait des forces importantes en pédiatrie ou en médecine ou en chirurgie, mais sans avoir l'ensemble, pour être étiqueté, identifié comme une structure de niveau 3, sans être pour autant CSO, puisqu'elle n'a pas les 3 fonctions. Et puis, il y aura des structures spécialisées dans l'obésité de niveau 2 qui sont quelquefois excellentes, voire aussi bonnes que l'équipe du CSO, parce qu'animées par un ancien du CSO. Je pense à des villes comme Colmar, pour citer le Grand Est, où on a vraiment des choses qui sont très bien. Et puis évidemment, dans ce DER, vous aurez tout le monde. Vous aurez les REPOP, vous aurez les DAC, les CPTS, et puis vous aurez bien sûr le SSR Obésité Expert, dont je vais vous parler dans un instant. Et puis on a ensuite toutes les lignes de soins, en particulier la proximité et le niveau 2. Donc tout ça est bien gentil. Pour que ça fonctionne, il faut de la compétence. Il faut de la compétence, et ça, c'est l'équipe CSO qui l'apporte, parce qu'elle est à temps partagé avec le soin. On ne peut être compétent que si on pratique. Si on arrête de pratiquer pendant quelques temps, on n'est plus compétent. Et à ce moment-là, on ne joue plus le rôle d'expert. Et donc, finalement, les mots-clés du CSO, c'est expertise et expérience. C'est le CSO qui apporte ça collectivement, pour faire tourner la DER. Donc ça, c'est une vision graphique un peu simple de tout ça. Le CSO, il est au centre, au service de tout le monde. Il aide à faire face, par exemple, aux déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un désert médical, qu'il n'y a rien? Il faut peut-être une équipe mobile. Le CSO d'Auvergne l'a mis en place. Et puis tout ça est très variable d'une région à une autre. Alors quel serait le modèle d'une DER? Il est sorti en juillet 2022 une instruction de la DGOS consacrée à l'endométriose. Maladie mystérieuse, très mal soignée, avec beaucoup à faire. Et donc le CSO pourrait être un composant du DER modèle endométriose. Alors voilà ce qu'on dit pour l'endométriose. Il s'agit de développer la filière obésité régionale, des soins gradués, un suivi, l'évaluation. Donc tout ça, c'est ce que doit faire le DER, sous l'égide de l'ARS, avec un suivi national par la DGOS. Ça nous va bien, ça. Ensuite, appel d'offres, là, c'est la règle du jeu. Niveau 1, sélection pendant l'année 0, formation et identification finale dans les 12 mois. C'est pas mal comme truc. On regarde ce qui marche, on regarde ce qui existe, et on l'identifie, puis finalement on le valide. Niveau 2, identification, peut-être labellisation des équipes et des structures. Il y a petit point d'interrogation. Il y a une montée en charge sur 2 ans, il y a un budget sur le FIR des ARS pour mettre en place la filière. Et je ne sais plus combien c'était, c'est entre 2 et 4 millions, j'ai un petit doute. Alors, les missions de ces filières ou sous-filières, c'est tout ce qu'on vient de dire finalement, c'est participer, coordonner l'offre de soins gradués sur leur territoire, avec une collaboration entre les acteurs, des RCP communes, des protocoles de coopération locaux. L'idée est de faire aussi des annuaires, des ROR, etc. On parle même de la recherche. Donc ça nous irait très bien. Alors finalement, où est-ce qu'on en est? On est au stade du débat. Alors je redis, pour être vraiment clair, pourquoi faut-il un DER? Et sous-entendu, pourquoi faut-il une instruction DGOS? Parce que la situation est floue. Et comme qui dirait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc il faut clarifier le rôle et la place des CSO par rapport aux ARS, par rapport aux DAC, aux CPTS, par rapport aux autres structures, et même à l'intérieur du CHU, d'établissements porteurs. Il faut en tout cas stabiliser les financements, et il faut sécuriser les postes, et en particulier surtout les personnels. Pour ça, il faut beaucoup de souplesse. On n'aura pas le même DER pour tout le monde. Les situations sont très hétérogènes. Il faut s'adapter à l'existant, bien sûr.
Alors, il y a deux conceptions qui s'affrontent. Il y a la conception DER petit modèle. Alors, ce n'est pas péjoratif, c'est celle que je préfère d'ailleurs. Là, il s'agit de faire une sous-filière loco-régionale autour d'un CSO qui est monothématique, l'obésité. L'ensemble des mini-DER ou des petites DER formerait le DER régional ou la filière obésité régionale. À côté de ça, on a le DER grand modèle. Alors ça, c'est toute la nutrition, éventuellement le diabète. Bon, gros point d'interrogation. On a aussi le modèle SARE. La SARE, ça fonctionne très bien quand ça existe. Chapeau pour l'animation, en tout cas. Mais il faut dire que si on prend les Pays de Loire, ils ont 6 temps plein pour faire de l'animation. SRAE, ça veut dire structure régionale d'appui et d'expertise. En termes d'expertise pour les obésités complexes, je suis désolé, les SARE n'ont pas les moyens de le faire. Ça, c'est le rôle du CSO. Et donc, on pourrait avoir un DER grand modèle ou une SRE par grande région, avec tous les accords, les CSO inclus. Le danger, c'est la fuite des CSO. Pourquoi les CSO qui sont déjà qui ont du mal à tourner pour leurs 2 missions principales, iraient se perdre dans des multiples réunions dans lesquelles ils seront le 20e participant d'un grand conseil d'administration. Moi, je suis très inquiet devant cette perspective. En tout cas, la DER, c'est une façon de régler pas mal de problèmes. Ça pourrait rassembler CSO, mais aussi les SMR experts, donc les futurs SSR obésité, plus les REPOP. Les REPOP ont montré l'exemple. On les jalouse, les REPOP, quand on n'en a pas. Ils font de la coordination de soins et de la formation de manière exemplaire. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y aurait tous les partenaires, donc le DER est quelque chose d'intéressant. En tout cas, les CSO qui ont 10 ans d'existence, ils travaillent toujours en mode survie. Donc, il faut faire mieux que ce qu'on a actuellement. Ce dispositif est immédiatement opérationnel, et comme l'a dit l'IGA, c'est un modèle ambitieux qui est resté inachevé, qui doit être revisité. C'est l'objet du nouveau cahier des charges, donc c'est pour ça que le débat est un peu difficile. Alors, remarque sur le financement, je vais aller plus vite là-dessus. Le financement des parcours des nouveaux métiers, ce n'est pas le problème direct de la feuille de route. On va vers des financements mixtes, à la fois des paiements à l'acte et des forfaits. Les articles 51 vont être très intéressants. Ils sont très coûteux, les articles 51. Ça dépend comment on voit les chiffres, mais quand on voit les chiffres bruts, c'est coûteux. En tout cas, il nous faut un forfait obésité complexe sur le modèle de l'insuffisance rénale chronique sévère. Le modèle Rhin, il est efficace, il permet de financer des parcours dans les établissements supports, et en particulier l'équipe de soins. Je pense aux diètes, APA, psychologues. Ça dépend de la DGOS et de l'ATI. Là, j'avais une réponse plutôt favorable, mais ça n'a pas beaucoup avancé. Et puis pour les CSO, manifestement, il faut affiner le financement. Il y a 2 composantes. Il y a une composante fixe. Il faut pouvoir payer le personnel, le fonctionnement, les locaux. Et puis, il pourrait y avoir une part sur objectif, avec des paliers de mise en place des objectifs et des CPOM qui sont actualisés avec les ARS. Ça, c'est à notre portée. Ça doit faire partie des objectifs prioritaires de la feuille de route. Et puis, comment on paye les structures de coordination, les DER et compagnie, ça, c'est pas directement notre problème. Alors, reste le problème, la problématique non abordée ici de l'ALD obésité. Ça, évidemment, tout le monde l'attend. La définition de cet ALD et son périmètre, ce n'est pas du ressort de la feuille de route directement. On pourrait prendre au minimum les critères de la chirurgie bariatrique, bien sûr, plus les obésités complexes, voire très complexes, surtout les très complexes, les obésités rares. Il faut payer les bilans, les parcours, les médicaments et les vitamines en cas de chirurgie bariatrique. Donc c'est un gros dossier qui dépasse un peu la feuille de route. Alors quelles sont les priorités sur lesquelles il faut que j'insiste un petit peu plus, tout en allant vite, pour ne pas prendre trop de temps? La pédiatrie. La pédiatrie, elle est sinistrée de partout, y compris dans les CSO. Alors qu'en face, on a une réussite étincelante des REPOP. Donc il y a comme une contradiction. Et en tout cas, il faut favoriser les interactions entre les CSO et les REPOP, et il faut muscler les équipes dans les établissements de soins, au niveau 3 bien sûr, mais aussi au niveau 2. Et puis, on va vers la mise en commun des moyens et des expériences entre les équipes d'adultes et les équipes d'enfants. On ne pourra pas faire autrement, au moins temporairement, tant qu'on n'a pas réussi à susciter des vocations, puis ensuite à obtenir des postes pour les pédiatres et leurs équipes. La chirurgie bariatrique, on a finalement beaucoup avancé sans que ce soit très visible. D'abord, il y a une réforme des autorisations qui a été... le groupe de travail a été porté par François Batou et Anne Dutour. On a réussi à faire passer pas mal de choses importantes. Je n'ai pas le temps de détailler. Il y aura évidemment un nombre minimum d'interventions pour que le centre chirurgical soit reconnu comme capable de faire du bariatrique. Il faut renforcer les parcours de préparation pré et post, bien sûr.
On attend des recos HAS sur la chirurgie du diabète de type 2. Et puis, il faudrait effectivement labelliser des centres régionaux de référence. Je pense qu'il faut mieux qu'ils soient régionaux que nationaux pour la chirurgie bariatrique de l'adolescent qui doit rester absolument exceptionnelle. Pour le transport bariatrique, quasiment tout est fait. Reste le problème du reste à charge pour les patients. Là, le dossier a été instruit en particulier par Thibaut Baptiste et Jean-Claude Desport. Ça tourne bien. Alors, les fameux SMR obésité. Eh bien, ce sont les établissements de soins médicaux et de réadaptation. Certains, on espère au moins par région, seraient fléchés comme experts en obésité complexe. Frédéric Sanguignol a fait avec un groupe de travail quelque chose de formidable. Il a défini les missions avec les indications, l'organisation de l'offre de soins, le contenu de la prise en charge. Ce cahier des charges, il est fait. Il ne reste plus qu'à le mettre en place. Alors pour la recherche, là aussi, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais on ne peut pas faire du soin en obésité sans avoir une recherche de bon niveau. L'idée, c'est que les CSO se sont tous rassemblés dans ce réseau Force, créé par Martine Laville, sur le modèle FCRIN. Il faut le pérenniser. Ce n'est pas simple. Il a survécu maintenant depuis plusieurs années. Il faut le pérenniser. Il nous faut aussi des PHRC thématiques obésité. Et puis, j'ai déjà parlé des obésités rares et de l'accès aux analyses génétiques et aux nouveaux traitements, les deux étant liés naturellement. Et puis, bien sûr, il nous faut un soutien à la recherche fondamentale qui était historiquement une des meilleures d'Europe. On est en train de se faire gratter par l'Allemagne et les pays scandinaves. Donc, il faut un petit sursaut. Évidemment, les patients. J'adore cette couverture du BMJ. La révolution passera par l'entrée fracassante des patients dans le système de santé. C'est ce qu'on appelle aussi la démocratie sanitaire. Vous avez une liste, évidemment, CNAO, Ligue contre l'obésité, mais aussi France Association Santé, qui porterait très bien tout ça au niveau national. On n'ira peut-être pas tout de suite au modèle de Montréal, qui est celui du partenariat. Moi, j'y ai beaucoup travaillé. J'ai d'ailleurs développé un diplôme d'université qui s'appelle PEPS, dans lequel on accueille des patients. En tout cas, il y a des actions dans la feuille de route pour essayer de rendre réelle cette implication des patients. On peut même penser à des patients partenaires ou experts dans les RCP, ou en tout cas dans la modélisation des RCP. On les voit aussi dans les copiles des CSO avec tous les autres, y compris dans les copiles des structures de proximité, bien sûr. Il faudra travailler sur la formation et puis, bien sûr, la lutte contre la stigmatisation, c'est une priorité numéro 1 car elle est très forte également chez les professionnels de santé. Alors, communication, information, formation, là aussi, c'est une priorité. L'idéal, c'est de coupler formation et action, parce que quand on a des parcours qui sont financés, les gens ne demandent qu'à se former. Et tout ça, on va finalement, au bout du compte, essayer d'identifier ce qui marche bien. Là, un grand bravo à Véronique Nègre, qui est pédiatre, qui est responsable des deux CSO PACA, avec l'outil Banco. Il est accessible sur le net tout de suite. Vous avez des tas de choses intéressantes. C'est porté par les pédiatres, la POP, les REPOP, etc. On a aussi un projet d'extension Banco à l'adulte. Et puis, il y a une deuxième idée qui est en cours de développement avec Cyril Gauthier et son projet MNO Line. Ça, c'est de la formation pour les professionnels de santé en ligne. On a besoin de se développer vite. Il nous faudra de l'e-santé et des formations accessibles en ligne. Alors, j'ai presque terminé. Le CSO, ce n'est qu'un maillon de la chaîne dans ce renforcement de l'organisation territoriale des parcours de santé, maillon qui est absolument indispensable. Vous voyez ici l'augmentation de l'obésité massive dans OBEPI. En classe 3, en 2020, on a 1,8% des hommes et 2,2% des femmes. Ça demande à être consolidé, ces chiffres-là qui sont du déclaratif. Vous avez la prévalence de l'obésité de classe 2. Et puis, juste pour mémoire, ce que disait la HAS dans sa note de cadrage en 2021, si on élargit, et donc en dehors des classes 1, 2 et 3 d'obésité, au surpoids et à l'obésité modérée, la chirurgie métabolique du diabète, ça fait 2 millions de personnes. Ça fait quand même du monde. Et moi, je dis qu'on a besoin des CSO pour rendre réel tout ça. En effet, les CSO, c'est l'expertise et l'expérience. On ne voit pas comment on pourrait modifier le système de santé sans s'appuyer vraiment fortement sur les obésités, sur les CSO. Donc voilà, j'en ai terminé. Le GCC a essayé de jouer son rôle là-dedans. Force l'a beaucoup aidé pour développer tout ça. On a eu un peu plus de 10 ans pour construire la médecine de l'obésité, qui inclut évidemment la pédiatrie et la chirurgie. En fait, tout a commencé il y a très longtemps. Et
Là, je rappelle simplement que c'est en 1998 qu'Arnaud Badevant, Martine Laville et moi, on avait piloté les recommandations pour le diagnostic et la prévention des obésités en France. C'était un an après l'IOTF qui date de 1997. Hein, donc ça fait 25 ans de réflexion et d'action pour avancer. Il est temps d'avancer. Hein. Comme vous, j'ai remarqué qu'on était effectivement en 2022. Hein. On a été percuté par la Covid, mais je pense que la Covid nous a plutôt aidés. On pourra toujours en reparler, pour signifier le rôle de l'obésité en tant que facteur de risque de maladies graves. Hein. Et donc, la conclusion, c'est qu'on a vraiment besoin d'un portage politique et doublement ministériel du sujet obésité. Hein. C'est nécessaire pour travailler sur un continuum de la prévention au traitement. Ça, c'est la vision de notre nouveau ministre. Hein. Et puis, on a à faire face aux inégalités de santé. Et donc, on voit bien que si on veut avancer maintenant plus vite, hein, il nous faut un nouveau portage ministériel. Ce n'est pas de moi l'idée, hein, mais je vois ça arriver avec plaisir et avec optimisme. Merci de votre attention. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, Laurence Perrin, référente nutrition à l'ARS Île-de-France. J'ai une question concernant l'intégration des réseaux de santé régionaux obésité adultes et pédiatriques type REPOP et le réseau Ronde qu'on a en Île-de-France dans cette organisation-là. Vous avez beaucoup parlé des REPOP, il y a plusieurs régions qui ont d'autres structures adultes et moi mon intérêt est le lien avec la ville. Alors vous avez cité les DAC, les CPTS, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour accompagner des structures d'exercice collectif dans la prise en charge au quotidien et pas seulement en milieu hospitalier? Voilà, alors je n'ai pas de réponse à tout. Hein. Je pense que le DER, en tout cas la définition d'une structure régionale, permettrait de placer ces différents réseaux existants. J'ai beaucoup parlé des REPOP parce que j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Il se trouve qu'en Lorraine, on a l'Ordiam, qui est aussi un réseau régional qui porte le diabète et l'obésité. Et donc, les ARS ont besoin d'une structuration de tout ça. Et donc, tout ça, ce sera discuté dans chaque région. Et donc, le DER, ça donne l'opportunité de réfléchir à qui fait quoi dans une région. Et donc, on voit bien qu'il y a deux types de... Il y a deux aspects, deux jambes au problème. La première, c'est les soins, la coordination des soins. Ça, si j'ai bien compris, ce serait les DAC. Ce serait les DAC, avec le soutien pour les cas complexes des CSO, parce qu'il faudra bien de l'expertise et de l'expérience. Et puis, pour la coordination, l'animation, hein, eh bien là, l'idée, ce serait de mettre en commun, pour pas qu'on ait des millefeuilles qui se fassent concurrence. Donc là, il faut un état des lieux pour voir ce que fait bien, par exemple, Ronde, hein, en termes de mission régionale ou en termes de mission de sous-filière, parce que le réseau, quelquefois, il n'intéresse qu'une partie de la grande région. Et donc, ça, c'est typiquement une réflexion qui doit avoir lieu avec les ARS sur qui fait quoi. Hein, et l'idée, c'est de rassembler dans un système que moi, je favorise le petit modèle, parce que je pense qu'on peut avoir des collaborations plus ou moins formalisées qui soient très efficaces. En tout cas, ce qu'il faut, c'est reconnaître l'action des structures existantes et de fixer un rôle qui soit complémentaire et non pas concurrent. Parce qu'on n'a pas les moyens de se payer 2 ou 3 fois la même chose dans une même région. Et donc l'idée n'est pas de niveler par le bas, mais de niveler par le haut. Et le problème va surtout se poser pour les régions qui n'ont pas Ronde et qui n'ont pas les REPOP. Comment ils vont faire? Parce qu'il y a un scandale de l'accès aux soins pour l'obésité pédiatrique grave. Et moi, je travaille en pédiatrie depuis 3 ans maintenant. Je vois des drames, enfin, je vois apparaître les drames que je voyais 15 ou 20 ans plus tard chez l'adulte. Donc, il y a vraiment un problème d'accessibilité aux soins dans toutes les régions de France. Et l'idée, c'est qu'au bout du compte, la feuille de route doit permettre de faire un diagnostic régional de ce qui est possible. Et il faut qu'il y ait des réponses avec l'existant, parce qu'on n'aura pas forcément les moyens de développer rapidement partout. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question.
Mais je pense que la réflexion actuelle, c'est le moment de régler les problèmes. En tout cas, de les mettre sur la table, parce qu'il n'y a pas de solution facile. Hein. L'idée est quand même de faciliter le fonctionnement de ce qui marche. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question avant qu'on passe à la prochaine intervention? Non? Aude-Emmanuel Develay, docteur Aude-Emmanuel Develay, du coup de l'ARS. C'est à vous. Normalement. Alors, comment ça marche? Il n'y a pas de... Je n'enregistre pas et du coup, il n'y a pas un complet. Voilà. Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole ce matin. Selon le point de vue où l'on se place, en fait, les plaques tectoniques et les personnes qui se trouvent au milieu des plaques tectoniques, ce ne sont pas toujours les mêmes. Et donc l'ARS se trouve aussi au milieu d'une plaque tectonique qui se trouve entre le ministère et aussi l'avancée des travaux de la feuille de route que Olivier Ziegler a bien voulu nous présenter ce matin. Dans mon rôle d'ARS, je vais parler de calendrier et de catalogue. Enfin, j'espère pas trop non plus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la feuille de route, elle est quand même très... la déclinaison régionale de la feuille de route, elle est très dépendante des travaux nationaux et de l'avancée des travaux au niveau national. Donc forcément, on est dans un moment où il y a beaucoup de débats et donc ce n'est pas forcément très évident de vous présenter une déclinaison de la feuille de route régionale alors qu'on est en attente d'un certain nombre de travaux et notamment du cahier des charges des CSO et éventuellement d'une filière obésité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la feuille de route, elle se situe, en fait, elle va prendre, et en tout cas la déclinaison régionale de la feuille de route, elle s'inscrit dans un calendrier qui est celui du programme régional de santé 2023-2028. Et en fait, je suppose que... Oui, c'est ça. Donc, en fait, la feuille de route, elle s'inscrit dans l'élaboration du PRS qui, actuellement, est en cours. Pour l'instant, on est dans l'évaluation du PRS2, donc, qui était justement 2018-2022. Et à partir de janvier, on sera dans l'élaboration du PRS3 avec une première version qui devrait intervenir en mai pour qu'elle puisse être soumise à la concertation des élus et de la CRSA pour ensuite compiler l'ensemble des retours et des contributions pour avoir une publication du PRS 3 au 1er novembre 2023. Donc, l'élaboration de la feuille de route, elle s'inscrit dans ce calendrier. Et dans la feuille de route, en fait, on a d'une part la feuille de route régionale qui est la déclinaison de la feuille de route nationale et de manière spécifique, probablement, mais peut-être compte tenu du fait qu'on aura un cahier des charges des CSO, une feuille de route spécifique au CSO qui, pour l'instant, qu'on a commencé à travailler avec les coordinatrices, mais comme on est quand même très en attente de ce qui va vraiment être défini au niveau national sur le cahier des charges des CSO, eh bien c'est vrai que pour l'instant, on a interrompu, en tout cas mis en stand-by les travaux, même s'ils étaient déjà assez avancés. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, et Olivier Ziegler en a parlé, c'est que dans l'élaboration du PRS 3, on a également les travaux autour de la déclinaison de la réforme des autorisations. Et pour l'obésité, ce qui nous concerne en particulier,
c'est donc la mise en œuvre de la réforme de la chirurgie avec une modalité spécifique autour de la chirurgie bariatrique et aussi la mise en œuvre de la réforme des autorisations concernant le SSR devenu SMR et qui définit une activité d'expertise obésité. Donc, un certain nombre, dans la réforme des autorisations, un certain nombre de décrets ont été publiés et certains sont en attente, notamment ceux qui concernent la chirurgie bariatrique. Mais voilà, tout ça, on est vraiment dans un travail qui est en cours d'élaboration et qui dépend aussi en partie... Enfin, nous, il faut qu'on avance sur l'élaboration du PRS parce que de toute façon, au 1er novembre 2023, il sera publié. Et voilà, donc les travaux nationaux autour de la feuille de route obésité, pour nous, sont importants. Après, clairement, quand le cahier des charges des CSO, qui est quand même une partie importante de cette feuille de route, même si ce n'est pas totalement la feuille de route en tant que telle, donc la labellisation, s'il y a une labellisation, la mise en place de la filière, elle se fera dans le cadre du PRS3, donc dans la période 2023-2028. Il faut juste qu'on l'inscrive dans le PRS3 pour qu'on puisse avancer là-dessus durant la période du PRS3. Alors, comme on est aux 10 ans des CSO, comme précisait Olivier Ziegler, et comme je vous disais précédemment, le PRS3, on s'appuie aussi sur le bilan des actions qui ont été réalisées sur le PRS2. Et moi, j'ai élargi en fait ce bilan à la période des 10 ans d'existence des CSO, avec, en rappelant du coup les 4 axes du plan obésité 2010-2013 et en mettant en regard les actions qui ont été menées, les groupes d'actions qui ont été menés. Donc le plan obésité, il avait vraiment un premier axe qui était fondamental, c'était finalement identifier, enfin améliorer l'offre de soins et promouvoir le dépistage chez l'enfant et l'adulte, mais c'était notamment identifier l'offre de soins de niveau 3 pour la prise en charge de l'obésité. On avait un autre axe qui était autour de la prévention, promouvoir l'activité physique et les actions de prévention et qui sont en lien avec le PNNS et le plan national nutrition santé et le plan national alimentation. On avait aussi un point qui est rappelé aussi dans la nouvelle feuille de route autour de la vulnérabilité et la lutte contre les discriminations et enfin l'investissement dans la recherche. Donc, comme pour la feuille de route actuelle, on avait la publication de recommandations HS sur des parcours enfants, adultes et chirurgie. Et les actions en Île-de-France sur les 10 dernières années, elles se sont donc orientées évidemment dans un premier temps sur l'identification du niveau 3, notamment des 4 CSO, et comme le rappelait Jean-Michel Aupert, 4 CSO APHP et 1 CSO public-privé à l'Ouest. Et on avait aussi, dans ce cadre-là, identifié les SSR, donc spécialisés dans la prise en charge de l'obésité sévère et ou multicomplexe. Parmi les autres actions phares qui ont été mises en place dans cette période 2012-2022, on a la charte de partenariat mise en place, enfin élaborée de manière commune aux 4 CSO de partenariat donc avec la ville et notamment avec les médecins et qui a été étendue sur les dernières années à la charte de partenariat avec les diététiciens et qui devrait s'élargir bientôt à une charte de partenariat avec les psychologues. Parmi les actions aussi importantes qui avaient été mises en place durant cette période, l'organisation de RCP interne, évidemment, intra-CSO, mais aussi de RCP de recours territorial, notamment pour la chirurgie bariatrique et pour la pédiatrie. Pendant cette période, il y a eu, et notamment au tout début du plan obésité, de l'autorisation et le financement de programmes ETP de niveau, qui correspondaient à des niveaux 2 ou niveau 3.
Le financement et la régionalisation de réseaux spécialisés dont on a parlé, notamment le REPOP régional Île-de-France, mais aussi le réseau Ronde spécialisé dans la prise en charge ou la lutte contre l'obésité adulte. Il y a eu un travail important sur l'organisation du transport bariatrique et notamment urgent, avec la mise en place de 4 unités mobiles hospitalières sur Paris et Petite Couronne, au niveau des SAMU Paris et Petite Couronne, dans la période 2013-2017, et également une attribution de la MIG dédiée au transport bariatrique au SAMU des départements de la Grande Couronne, avec une cible qui était de 2 SMUR, donc de 2 unités mobiles hospitalières par département équipé, et cette cible est atteinte. Ensuite, on avait identifié, comme ça a été identifié d'ailleurs dans la feuille de route actuelle, la question de la régulation de la structuration du parcours médico-chirurgical autour de l'acte de chirurgie bariatrique, avec un essai, une tentative, en tout cas un certain nombre d'actions pour sécuriser ce parcours médico-chirurgical, avec un premier courrier qui avait été adressé en 2016 par le DG de l'ARS à l'ensemble des établissements pratiquant la chirurgie bariatrique pour rappeler les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en matière de chirurgie bariatrique, et notamment de la nécessité d'un parcours médical autour de l'acte de chirurgie bariatrique. Et aussi la mise en place d'un programme d'inspection des établissements pratiquant la chirurgie bariatrique à partir de 2019, et avec l'idée d'inspecter 3-4 établissements par an pour arriver au bout de 5 ans, de 4 à 5 ans, à l'ensemble des établissements pratiquant 80% de l'activité de chirurgie bariatrique. Et enfin, plus récemment et à partir de 2019, il y a eu tout un travail de co-construction et d'aide au déploiement, de co-construction des projets d'expérimentation article 51 qui vont faire l'objet d'un point d'avancement juste après, et d'une aide au déploiement du projet. Et ça a été vraiment une des actions qui a été maintenue pendant la période Covid, de poursuivre cette co-construction de ces projets. Alors, s'agissant de la feuille de route régionale 2020, la déclinaison régionale de la feuille de route nationale, donc dans le cadre du PRS 2023-2028, donc cette feuille de route, je vous rappelle, elle a un axe autour de la structuration des parcours gradués et coordonnés de prise en charge, le renforcement de la régulation de la chirurgie bariatrique pour une meilleure pertinence, et le développement de la formation des professionnels et l'information des personnes en situation d'obésité, et enfin le soutien à l'innovation et à l'évaluation et à la recherche. Je vous rappelle qu'on est, comme je le précisais, en attente à la fois du cahier des charges des CSO, de la réforme des autorisations, notamment pour la chirurgie bariatrique, et également des travaux, l'aboutissement des travaux sur le transport bariatrique et l'existence ou la mise en place d'une tarification conventionnée spécifique dans le cadre d'une convention CNAM transporteur privé. Donc en Île-de-France, vous voyez, ce qu'il faut se dire, c'est que la feuille de route régionale Île-de-France, mais comme la feuille de route nationale, elle est dans la poursuite et elle s'appuie sur les actions qui ont été mises en place dans le cadre du plan obésité des 10 dernières années. Et les priorités en Île-de-France dans le cadre du PRS 3, c'est au-delà de la prévention qui relève donc toujours du plan national nutrition santé, et aussi sur le sport santé et le plan national alimentation. C'est essayer d'avoir une meilleure structuration, une visibilité du parcours de niveau 1 et de niveau 2, notamment de niveau 1, autour des équipes de proximité. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. Mais pour pouvoir avoir une meilleure structuration du parcours de niveau 1, eh bien, il y a une question qui est fondamentale et un enjeu qui est important, c'est celle de la formation des professionnels de niveau 1. Et donc, je ne vais pas m'avancer tout de suite. Et autre
Autre priorité pour la structuration de niveau 1, c'est finalement le déploiement, l'accompagnement thérapeutique de proximité, de l'ETP de proximité, notamment dans les quartiers prioritaires et les quartiers prioritaires de la ville. Quatrième point, il renvoie au deuxième axe, c'est poursuivre la sécurisation du parcours médico-chirurgical avec la poursuite de conventions entre les CSO et les établissements pratiquant la chirurgie bariatrique de niveau 2 et le maintien et la poursuite des RCP de recours, mais également l'accompagnement, enfin la mise en œuvre de la réforme des autorisations de la chirurgie bariatrique. On a aussi, je le disais ici, la question de la clarification de l'organisation du transport bariatrique programmé et qui dépend notamment des travaux nationaux sur la convention CNAM, transporteur privé, et avec une tarification spécifique. De façon plus transversale aux enjeux précédents, eh bien, il y a le renouvellement de la labellisation des CSO qui repose sur la publication du cahier des charges des CSO, la prise en compte des spécificités, notamment des inégalités, et également une prise en compte des évolutions relatives au traitement de l'obésité, notamment l'apparition de la chirurgie métabolique et aussi des traitements médicamenteux de l'obésité. Pour terminer, j'insisterai sur 3 choses. La formation la formation, comme je le disais, est un enjeu majeur si on veut structurer le niveau 1 et donner une lisibilité. Et elle s'appuie à la fois sur une sensibilisation des acteurs médicaux et médico-sociaux à l'obésité, mais aussi à la formation des intervenants dans la prise en charge de l'obésité au niveau 1, 2 et 3, mais ça relève du CSO. Et il me semble que ça demande une implication et un partage de tous les acteurs et qui pourrait être porté par la filière, en fait, parce que ça implique les CSO, ça implique les REPOP qui ont une formation DPC, ça implique également le réseau régional Ronde, spécialisé dans l'obésité adulte et qui propose aussi une formation DPC. Ça repose sur les DAC qui peuvent aussi former à la suite d'une formation par Ronde et REPOP, former les professionnels de leur territoire, et ça implique aussi les usagers et sûrement d'autres acteurs que je n'ai peut-être pas identifiés. Deuxième point important, c'est le TP de proximité, qui comprend à la fois le déploiement en proximité de l'accompagnement thérapeutique et de programmes éducatifs, et un déploiement dans les quartiers défavorisés compte tenu du fait que l'on connaît le gradient social de l'obésité. Et là aussi, on a une implication importante à envisager des 2 réseaux REPOP Ronde, des DAC peut-être, des usagers et sûrement des CSO aussi qui proposent des programmes de TP de niveau 3. Et puis enfin, l'enjeu majeur, et je terminerai là-dessus, c'est le cahier des charges des CSO qu'on attend et qu'on souhaite de tout cœur. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Develay pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Je crois voir qu'il n'y a pas de demande. Merci beaucoup à tous. Ah, professeur Robert. Donc, je vais en profiter pour poser la question, puisque vous avez parlé de l'ETP de proximité. Donc, est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu comment vous voyez ça? Parce que c'est un enjeu majeur. Et je rappelle pour toute l'audience, bien sûr, l'importance absolument majeure des ARS dans le processus. Les centres spécialisés obésité sont organisés sous l'égide des ARS. Les financements des CSO sont distribués par les ARS. Et puis, vous réunissez régulièrement le comité régional obésité. Et donc, ma question, c'est l'ETP. Oui, l'ETP de proximité, en fait, dans le cadre, déjà, REPOP et Ronde
et notamment Ronde, donc le réseau spécialisé adulte, déploie des programmes de TP au sein des CPTS, ou au sein plutôt, pardon, des maisons, des maisons de santé pluriprofessionnelles, ou au niveau des centres de santé, en essayant de développer, enfin de faire monter en compétence des équipes de proximité, donc à l'ETP et au déploiement de cette ETP. Et donc c'est vrai que ces dernières années, l'ARS a incité fortement à la fois REPOP et à la fois Ronde, mais aussi d'autres réseaux sur d'autres spécialités, notamment dans le diabète, à déployer, se mettre en situation de faire au niveau des équipes de proximité. Donc, c'est pas l'ARS qui le met en place directement, c'est inciter les acteurs, et notamment ceux qui sont bien placés pour le faire, à le développer. Et Ronde et REPOP, et notamment Ronde, travaillent beaucoup avec la ville, les communautés, enfin, les collectivités territoriales ou des quartiers prioritaires de la ville, sur le déploiement, sur la sensibilisation aux acteurs, et avec l'idée à terme d'essayer d'embarquer en fait des usagers de ces ateliers, enfin des usagers locaux, pour les embarquer dans des programmes d'ETP. Bonjour, je voudrais simplement faire part d'une expérience et un petit constat. Je suis dans une région rurale, et il y a très en amont de tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, un certain nombre d'associations locales qui accueillent des personnes qui sont dans leur premier pas de questionnement, qui ont très peur, qui ne savent pas où s'adresser, etc. À qui on propose soit des choses conviviales, soit déjà des prises en charge alternatives, avec des gens qui sont formés. Moi, j'ai été formée par le Synfo il y a une dizaine d'années. Je suis formée à l'ETP, je fais partie du REPOP, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Je suis psychologue aussi, et je suis une future ex-présidente d'une de ces associations, mais j'en connais plusieurs en fait dans mon secteur qui sont comme ça. Et en fait, nous faisons des démarches, et en fait, nous n'intéressons personne. C'est-à-dire que les municipalités, dans le cadre, je veux dire, de la santé, de leur pôle santé, nous ignorent, ils nous donnent même pas un centime de... Au mieux, on a une salle, voilà. Les conseils locaux de santé, c'est pareil. Moi, j'avais présenté un projet au Synfo. Bon, j'avais bien compris pourquoi il n'a pas été accepté. On n'a pas très loin de chez nous des centres de rééducation, une maison de la diététique qui pourrait s'appuyer sur des associations comme la nôtre aussi, en partenariat, enfin, etc. Rien. Ce qui fait que tout est à la charge des personnes. Et effectivement, voilà. Donc nous, on est au début. Voilà. Que faire ? On a rencontré des gens de l'ARS qui m'ont bien expliqué tout ce qui n'allait pas, en fin de compte. Pour trouver un médecin référent, c'est même pas la peine. On en avait trouvé un, il est parti en province. Donc voilà, quoi. C'est le parcours du combattant, comme d'ailleurs pour ces personnes-là aussi. Ce n'est peut-être pas un hasard. Oui, merci de votre témoignage et de votre apport, de votre intervention. Mais c'est exactement, vous rencontrez exactement une des priorités que j'ai nommées, c'est celle du aller vers et d'essayer effectivement d'aller au plus proche des patients qui sont parfois éloignés du système de soins, du système de prise en charge. Et donc on est exactement dans cette dimension-là. Merci beaucoup. On va prendre...
On va prendre un temps de pause et on se retrouve ici à 10h45. Merci beaucoup.